Bonjour, dans ce deuxième chapitre du thème 1, on va s'intéresser à ça. Alors ça, ça vous fait penser à quoi? De la rouille? Figurez-vous que la rouille, c'est un phénomène dû à ce qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction. C'est ce qu'on va étudier là. Donc, pour comprendre tout ça, on va avoir besoin de vocabulaire, on va voir ce qu'est un oxydant, ce qu'est un réducteur, on va voir ce qu'est une migration d'électrons, et donc, on verra d'autres vocabulaires, à savoir réduction, oxydation, réducteur. On va voir tout le vocabulaire nécessaire pour comprendre la notion. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, voyons à quoi ça ressemble déjà le phénomène d'oxydation. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est du fer qu'on a laissé traîner dans la cour et avec l'humidité de l'air, surtout à la Réunion, elle a rouillé. Cette rouille, elle est due à la présence de fer et d'eau. Et l'eau va oxyder le fer à son contact. Et ça va se transformer en oxyde de fer, Fe2O3. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est pas le fer qui oxyde l'eau? Eh bien, on a une petite expérience très rapide qu'on a vue en TP qui permet d'expliquer ça. Je rappelle les faits. Ici, on avait un bécher de sulfate de zinc. Donc, c'est-à-dire que les ions sulfate étaient spectateurs et on avait des ions Zn de plus dans la solution là. On avait plongé du cuivre dans cette solution et on avait constaté que rien ne s'était produit. Ici, on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'on a une solution de sulfate de cuivre, donc on reconnaît bien la couleur bleue caractéristique des ions cuivre, dans laquelle on a plongé une plaque de zinc. Et on avait constaté un dépôt de cuivre sur la plaque de zinc ainsi qu'une altération de la plaque de zinc. Et si on laisse la réaction se faire assez longtemps, on peut constater aussi un changement de couleur, ici, qui passe du bleu au bleu pâle, ou voire à l'incolore, si tous les ions cuivre sont consommés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le zinc arrive à être oxydé en présence d'ions cuivre, mais le cuivre solide n'est pas oxydé en présence de Zn de plus, d'ion zinc. Donc, l'oxydation spontanée ne peut se faire que dans un sens. Afin de pouvoir aller plus loin dans les explications, vous allez devoir absorber une certaine quantité de vocabulaire. Et ça commence par les couples oxydants-réducteurs, les espèces chimiques conjuguées. Rappel des faits. On a des ions cuivre, Cu2+, qui se sont déposés sur une plaque de zinc. On peut donc écrire que Cu2+, aqueux est devenu du Cu solide, du cuivre solide. Donc un couple oxydant-réducteur, comme son nom l'indique, est constitué d'un oxydant d'une part et d'un réducteur d'autre part. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien un oxydant, c'est une entité susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Donc il est évident qu'ici, ce sont bien les ions cuivre, Cu2+, qui sont capables d'absorber deux électrons et qui se transforment ainsi en cuivre solide. D'accord? Le Cu2+, est donc une espèce oxydante. Elle est capable de capter des électrons. Un réducteur, c'est une entité susceptible de céder un ou plusieurs électrons. Eh bien, on constate que si on prend la réaction de tout à l'heure et qu'on l'inverse, on inverse son sens, eh bien, le cuivre solide est capable également de donner deux électrons plus du Cu2+. Le cuivre solide est donc un réducteur. Et l'ensemble des deux font ce qu'on appelle des espèces chimiques conjuguées. Et ça nous donne un couple oxydant-réducteur, qu'on appelle aussi couple redox. Donc voyez bien, ici c'est important, que l'oxydant Cu2+, est noté à gauche du couple. Après il y a un slash, et ensuite il y a le réducteur du couple, à droite. L'équation qu'on a écrite juste avant s'appelle une demi-équation d'oxydoréduction. Ces demi-équations sont très importantes parce que c'est elles qui nous permettent de modéliser ce qu'on observe. Donc vous pouvez noter déjà qu'elles servent à traduire la transformation possible d'une des espèces conjuguées en l'autre. Par exemple, l'espèce Cu2+, qui est capable de se transformer en Cu en absorbant deux électrons, ou le cuivre qui est capable de se transformer en Cu2+. On peut généraliser cette demi-équation de la sorte. Donc on a l'oxydant, l'espèce oxydante, plus un certain nombre n d'électrons, qui est capable de donner un réducteur, l'espèce réductrice, mais attention, elle est également capable, l'espèce réductrice, de donner l'oxydant qui correspond. La réaction d'oxydoréduction maintenant. Alors, si on reprend cette transformation qu'on étudie depuis le début, ce qu'on appelle réduction consiste à un gain d'électrons. Et ce qu'on appelle oxydation, c'est le contraire, c'est la perte d'électrons. Donc le cuivre Cu2+, a été réduit puisqu'il est devenu du Cu solide.
Donc, est-ce qu'il y a eu oxydation d'autre part, puisque on peut se demander, mais attends, les ions cuivre Cu2+, ils reçoivent des électrons, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces électrons? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour être sûr de bien comprendre, je reprends depuis le début ce qui se passe. On a comme espèce initialement présente des ions cuivre Cu2+, et du zinc solide. Je rappelle que les ions cuivre ont été réduits, on le sait, puisque les ions cuivre Cu2+, se sont déposés sous forme solide sur la plaque de fer. C'est donc une réduction. Comment je le sais? C'est très simple, le cuivre il a forcément dû gagner des électrons pour se déposer. Donc ces électrons, ils viennent forcément de quelque part, du zinc, qui lui aura été oxydé. Souvenez-vous de la définition, une espèce elle est oxydée lorsqu'elle libère des électrons. Donc c'est ce qui s'est passé avec le zinc. C'est pour ça qu'on peut voir aussi que le zinc a été un petit peu rongé lors de l'expérience. Et je rajoute la flèche dans le sens inverse, parce que je ne dois pas oublier le caractère réversible de la demi-équation redox. Rappel du vocabulaire, le cuivre a été réduit, il oxyde donc le zinc. Et le zinc a été réduit par le cuivre. Bien sûr, je rappelle que une transformation implique l'autre. Une transformation ne peut pas avoir lieu sans l'autre. Le cuivre ne peut pas se réduire s'il n'a pas d'électrons qui lui arrivent dessus. Allez, on va se faire une petite animation pour être sûr d'avoir bien compris la transformation qui s'est produite. Donc, on voit, là je prends l'expérience par un autre bout, au lieu de considérer le dépôt de cuivre, on va considérer le fait que la plaque de zinc est rongée. Donc, ici, si la plaque de zinc est rongée, ça veut dire qu'il y a des ions zinc, Zn2+, qui sont libérés dans la solution. Et donc des électrons qui vont circuler dans la plaque de zinc et qui vont être captés par des ions cuivre qui passent à côté. Les ions cuivre seront donc réduits et un point rouge, cuivré, un dépôt de cuivre, se fera sur la plaque de zinc. Et cette opération va avoir lieu plusieurs fois, autant de fois qu'il sera possible par rapport à la quantité de substance d'ion cuivre ou de zinc qu'il y aura dans la réaction, dans le réacteur. Donc ici, là on peut voir là que le cuivre Cu2+ s'est réduit et un ion zinc est apparu à la place, etc., etc. Et donc la réaction se produira autant que possible. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça, donc une quantité très importante de cuivre solide qui se sera déposée sur le zinc. Donc vous, ce qu'on attendra de vous, c'est que vous sachiez modéliser ces transformations. On doit être capable, grâce à une description de transformation, de modéliser ça avec les demi-équations redox, et on va voir dans un instant comment faire le bilan réactionnel de cette transformation. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de faire le bilan de la situation. J'ai eu dans un premier temps des ions cuivre qui ont été réduits en cuivre solide. Et en même temps, j'ai eu du zinc solide qui s'est oxydé et s'est transformé en Zn2+. On vérifie que le nombre d'électrons échangés est le même, sinon on multiplie l'une ou l'autre des équations, puis on fait le bilan, tout simplement en faisant la somme des deux lignes. Donc ici, j'aurai du Zn solide plus du cuivre 2, qui donnera du cuivre et du zinc 2. Et les électrons, comme en mathématiques, se seront simplifiés. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va pouvoir appliquer ces principes. On va s'intéresser au dosage d'un désinfectant que vous connaissez bien, c'est la bétadine, qui est constituée de diode. Voilà l'énoncé. On vous explique que le diode sert de désinfectant. Sa concentration peut être déterminée par réaction chimique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dosage. On verra ça dans un autre chapitre. Là, on va juste s'intéresser à la réaction qui va se produire. Pour ce faire, on fait réagir le diode, I2, avec du thiosulfate de sodium de formule S2O3 2-, Na+. Je précise juste que les 2 Na+ ici seront dits spectateurs. On vous fournit les couples redox et donc comme je vous l'ai dit, l'enjeu c'est d'étudier la réaction qui va se produire. Donc il vous faudra identifier les réactifs et les produits et trouver les demi-équations et faire un bilan. Donc vous pouvez déjà mettre pause et essayer de tout faire tout seul. Allez-y, allez-y, mettez pause et trouvez déjà les réactifs et les produits. Alors, comme réactif, j'espère que vous avez bien trouvé qu'il s'agissait du diode, I2, et de l'ion thiosulfate, S2O3 2-. J'ai pas mis les ions sodium puisqu'ils sont spectateurs. Comme produit, on aura, vu que c'est I2 qui réagit, eh bien on aura son espèce conjuguée comme produit, donc ce sera l'ion iodure. Et comme c'est le S2O3 2- qui réagit ici, le produit, ça sera
l'ion tétracionate S4O6 2-. Maintenant qu'on a identifié les réactifs, on va procéder à la deuxième étape, la recherche des demi-équations redox. Alors, prenons le premier couple, I2, I-, donc vous connaissez maintenant, je mets l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Juste une petite remarque, là vous voyez, j'ai mis un égal, j'ai pas mis une double flèche. Pourquoi? Parce qu'officiellement, on est censé mettre un égal tout le temps. Enfin, en tout cas, quand on fait les demi-équations. Ne modifiez pas vos notes de tout à l'heure, c'était pour expliquer. Là, à partir de maintenant, vous mettez un égal à la place des doubles flèches. Allez, on continue. Donc ici, j'ai 2 iodes, alors qu'à droite, j'en ai qu'un. Je vais donc multiplier par 2 à droite. Par contre, au niveau des charges, maintenant, ici, j'en ai pas du tout. Et ici, j'en ai 2 charges négatives, puisque je multiplie le iodure par 2. Donc, je vais compenser en rajoutant 2 électrons à gauche. Là, on est bon au niveau atomique et au niveau des charges. Deuxième couple. Comme d'hab, oxydant à gauche, réducteur à droite. Je constate ici que j'ai 2 fois plus d'atomes qu'ici. Je vais donc multiplier par 2 à droite. Ensuite, au niveau des charges, ici, j'en ai 2 charges négatives. Et ici, j'ai 2 charges négatives, mais multipliées par 2. Donc, 4 charges négatives. Ce qui fait qu'ici, il m'en manque 2. Donc, je vais rajouter 2 électrons. On est bon pour les demi-équations redox. Maintenant, on passe à la préparation du bilan. Alors ça, c'est pas une étape obligatoire, mais elle est très très vivement conseillée. Ça consiste à mettre les réactifs du bon côté. Je m'explique. On a identifié tout à l'heure les réactifs comme étant le thiosulfate et le diode. Normalement, quand on écrit un bilan, on met les réactifs à gauche et les produits à droite. Ça, c'est toujours vrai. Donc, je vais réécrire en fait l'équation, celle-ci là, dans, entre guillemets, le bon sens. Le sens réel. C'est-à-dire que c'est bien lui qui est modifié pour devenir lui. Et puis 2 électrons. Et ensuite, l'autre demi-équation, elle était dans le bon sens, entre guillemets, donc on ne la bouge pas. Et maintenant, je vais pouvoir procéder au bilan. Donc, on va réécrire dans, entre guillemets, le bon sens les demi-équations redox, et ensuite, on fait la somme de tout ça. Voilà le bilan. Et ensuite, on va simplifier les électrons, comme on a vu tout à l'heure. On a 2 électrons de chaque côté. Encore une fois, si vous voyez qu'à la fin de la simplification, il reste des électrons, c'est qu'il y a eu un problème quelque part, il faut reprendre. Là, on est bon, et voilà le bilan final qu'on obtient. Donc, c'est cette réaction qui va nous permettre de vérifier la quantité du diode dans une solution de bétadine. On verra ce TP dans un autre chapitre. On reprend ensemble les étapes, hyper importantes. Donc, la méthode pour ce genre de problème. Je commence par identifier les réactifs. Donc là, les infos sont un peu cachées dans le texte des fois. Ensuite, je cherche les demi-équations, je prépare mon bilan et je fais le bilan. Deuxième application qu'on va voir, c'est l'oxydation d'un alcool. Voilà le texte. C5H12O est utilisé comme solvant dans l'industrie chimique. Il peut être parfois nécessaire de le transformer en C5H10O pour plus d'efficacité. Pour cela, on utilise l'oxydant ménager permanganate MnO4-. On vous demande de proposer un bilan réactionnel. Donc, comme tout à l'heure, première étape, on identifie les réactifs, etc. Alors, vous pouvez mettre pause et essayer de le faire tout seul. Allez-y, allez-y. Bon, allez, on y va. Donc, les réactifs, c'est bien sûr C5H12O et MnO4-. Donc, ici, on a bien un réducteur, ici, un oxydant. Donc, on aura bien une réaction oxydo-réductrice. Donc, tout va bien. Premier couple, C5H10O, C5H12O. Donc, j'écris l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Je regarde les atomes. Je me rends compte que ici, il me manque 2 hydrogènes par rapport à là. Je vais donc rajouter des particules. J'ai le droit de rajouter des ions H+ en solution. Donc, je rajoute 2 H+. Là, j'ai aucune charge à gauche. Par contre, 2 charges positives à droite. Donc, pour ajuster, je vais devoir annuler les charges positives de droite en rajoutant des électrons. Deuxième couple, MnO4-, Mn2+. Réaction assez classique qu'il faudra vraiment maîtriser. Comme tout à l'heure, l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, et c'est parti. Ici, je constate qu'il me manque 4 oxygènes à droite, puisque j'en ai 4 à gauche. En solution, j'ai le droit de rajouter des molécules d'eau, pour compenser. Dès que vous avez besoin de rajouter de l'oxygène, vous rajoutez de l'eau. Donc, comme j'en ai 4 à gauche, je vais mettre 4 molécules d'eau à droite. Ensuite, ici, je constate que j'ai 8 hydrogènes alors que j'en ai pas à gauche. Donc, je vais rajouter, comme tout à l'heure, des ions H+, au nombre de 8. Maintenant, j'ai ajusté au niveau atomique, il faut que j'ajuste au niveau charge. Qu'est-ce que j'ai comme charge? Ici, j'ai 2 charges positives,
Ici, j'ai 8 charges positives et une charge négative, ce qui me donne 7 charges positives à gauche. Donc pour compenser, moi je dois en avoir autant qu'à droite, c'est-à-dire 2 charges positives. Je vais donc rajouter 5 électrons, de manière à avoir à droite comme à gauche 2 charges positives, pas plus. On peut donc procéder au bilan d'oxydoréduction. Donc je vais réécrire les équations dans entre guillemets le bon sens. Et par contre, maintenant, je vais m'assurer que le nombre d'électrons échangés soit le même. Ça, c'est hyper important. On voit ici que cette molécule va libérer 2 électrons. Pourtant, MnO4-, lui, est capable d'en accepter 5. Donc, vu que c'est du donnant-donnant, il faut que tout soit égal. Donc, ce qu'on peut faire dans cette situation, c'est tout simplement multiplier par 5 la première équation, qui correspond au nombre d'électrons ici, et multiplier la deuxième par 2. Qui correspond à ce nombre d'électrons-là. Retenez cette astuce, parce que de cette manière, on a bien 10 électrons qui sont éjectés ici, et 10 électrons qui sont absorbés ici, donc ça ira bien. Par contre, je pense bien multiplier toute mon équation. Et ensuite, en faisant la somme, j'obtiens ceci. Puis je continue ma simplification, et voilà mon bilan final. Ce cours est terminé, vous trouverez comme d'habitude la liste des exercices qu'on va faire en description de la vidéo. Allez, à bientôt.